une bonne méthode, mais à mon corps défendant, je suis obligé de puiser dans ma caisse personnelle, dans mes affaires privées pour faire face, tant soit peu, aux revendications, bien aux doléances de la population. Alors le système ne crée-t-il pas une confusion entre mission politique et caisse de solidarité? Aux consultations de l'honorable Francis Kalambo, la cour d'attente en tout cas est comble tous les vendredis. Les habitants de Kinshasa viennent interpeller leurs députés. Bonjour maman. Ça va? Et souvent solliciter sa générosité. Je suis venue vous demander l'aide compte tenu de ma situation à la maison. J'ai 5 enfants, mon mari ne travaille pas. Mais est-ce qu'il cherche du travail, votre mari? Il fait des coups de main. Les Kinois se présentent avec leur lot de problèmes et de difficultés. Le député passe des coups de fil, fait jouer ses réseaux et mobilise ses relations. Bon, moi, je peux vous donner le peu que je pourrais avoir, comme ça peut vous permettre... Souvent, il mettra la main à la poche. Ici, 100 $. Hein? Et puis, bien gérer, puisqu'il ne suffit pas de croire qu'à chaque fois, on peut pouvoir le faire. Il n'y a pas de sécurité sociale ici. L'assurance maladie n'existe pas. Il n'y a rien. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un. Alors, face à ces vides-là, où peut-être la famille est démunie, les gens font recours à nous. Est-ce que c'est ça, acheter une popularité? Non, je ne pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et bien voilà, donc il reste 1 300 $. 1 300 $. Le budget de la journée ne sera peut-être pas suffisant pour contenter tout le monde. Mais en attendant une véritable politique sociale au Congo, Francis Solution gère simplement l'urgence. Il déclare ne pas avoir d'alternative. Nous retrouvons Thérèse Olenga, vous êtes ministre de la ville de Kinshasa, ministre provincial. Vous nous avez rejoint, Thomas Louaka, vous êtes député, vous êtes aussi secrétaire général adjoint du MLC, le principal parti d'opposition. Alors Thérèse Olenga, est-ce qu'il vous arrive vous aussi de devoir, comme dans le reportage, comme on vient de le voir, de devoir mettre la main à la poche et de donner? Je vais vous parler franchement que la meilleure réponse, c'est organiser le système de sécurité sociale. Ainsi, on aura répondu de manière durable aux problèmes de la société. Et pour cela aussi, il faut amener le Congolais à l'esprit d'entrepreneuriat. Il faut offrir des opportunités de travail de manière à élargir notre assiette budgétaire. Mais est-ce que vous avez des pressions? Est-ce que vous devez aussi parfois mettre la main à la poche? Les pressions existent indubitablement et notre coutume veut que la générosité soit de mise. Mais vous savez, quand on résout un problème aujourd'hui, on ne sait pas répondre à tous les problèmes d'une personne et encore moins le refaire demain et après-demain. Thomas Louaka, est-ce que le Congo est vraiment un pays démocratique? Est-ce que vous pouvez faire comme vous le voulez votre travail d'opposition? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, il y a un malentendu même sur la démocratie. Nous sommes allés aux élections en 2006, nous les intellectuels, les évolués, comme les Belges appelaient un peu l'élite. Nous avons voulu régler un problème intellectuel, les questions de la légitimité. La population espérait que la démocratie allait améliorer les conditions de vie. Mais aujourd'hui, concrètement, dans la vie politique telle qu'elle se passe, il y a une démocratie de façade. On dit parfois que les militants de l'opposition sont harcelés et aussi les militants des droits de l'homme. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? Nous avons fait ces élections démocratiques en 2006, mais les structures de l'État qui sont restées, c'est les structures de l'État dictatorial de la Deuxième République qu'on n'a pas démantelé. Et les structures et les mentalités sont restées en place. Aujourd'hui, les agents des services de renseignement se comportent en police politique, comme à l'époque du maréchal, surtout à l'intérieur du pays. Au niveau national, je peux vous donner un exemple pour vous dire que quand on dit démocratie, liberté de langage, je ne passe pas sur la télévision nationale parce que je suis de l'opposition. Mais dans la rue, les gens sont quand même très critiques, hein. On peut quand même dire beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Les gens sont critiques, disons, dans l'informel, mais celui, nous, peut-être parce que nous avons l'immunité parlementaire, nous pouvons critiquer, mais la démocratie, nous pouvons lui dire, s'exerce dans un îlot qu'on appelle le Parlement. Thérèse Olenga, on dit parfois que les droits de l'homme ne sont pas respectés, surtout dans le pays. Il ne faut pas trop critiquer.
Vous observez la population, observez la presse, observez la télévision, observez ce qui se passe. On n'avait jamais autant parlé, autant critiqué qu'on le fait aujourd'hui. C'est vrai, effectivement, mais parfois... nous avons des structures aujourd'hui, nous avons des institutions telles que le Parlement, le milieu par excellence où on peut apporter une voix contraire. Et dans les médias, cela se fait. Il ne faut pas confondre la possibilité d'organiser chaque manifestation quand on le veut, surtout qu'il y a tellement d'initiatives qu'on peut en avoir 4, 5, 6, 10 le même jour, à la même heure, pratiquement aux mêmes endroits. Ça suppose qu'il faut une prise en charge sur le plan sécuritaire. Et là, on dit non, il faut doser, il faut régulariser, il faut harmoniser. Peut-être que la situation dans le pays, Monsieur Loka, est différente de celle de Kinshasa. Oui, tout à fait. Il y a une petite particularité à Kinshasa, peut-être due à la présence de la communauté ou des représentants, beaucoup d'expatriés, beaucoup d'ONG, mais à l'intérieur du pays, nous recevons des rapports de la population et de nos militants. La situation sur les droits de l'homme est catastrophique. Alors on entend souvent ici, Madame Olenga, vous êtes responsable politique, on entend souvent que le vrai pouvoir, c'est le président Kabila, voire son entourage, que c'est là que se prennent vraiment toutes les décisions. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Non, je vais vous dire que le chef de l'État, par la Constitution, il n'a pas été élu que pour inaugurer les chrysanthèmes. Il a une vision et c'est sur son programme d'ailleurs qu'il a été élu. Il est important qu'il puisse assurer les suivis et il est important que son cabinet apporte la main à la pâte, surtout sur le plan de la réflexion. Mais les centres du pouvoir, le chef du gouvernement reste le Premier ministre, raison pour laquelle d'ailleurs il a interpellé au Parlement. Et c'est lui qui justifie de son action et vous ferez mieux de lui poser la question, lui. Thomas Louaka, qui dirige selon vous? Non, le pays, la réalité est que le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir politique, est situé à la présidence de la République, contrairement à l'esprit et à la lettre de notre Constitution, où nous avons voulu éviter le piège de l'homme providentiel. On a l'impression que la majorité actuelle verrait nous ramener vers un homme fort, un homme providentiel, qui serait Joseph Kabila. Alors le Congo est sorti récemment de 10 années de guerre, mais la situation reste critique dans plusieurs régions. Avec ses 10 000 km de frontières, ses 9 pays voisins, le Congo doit pouvoir compter sur son armée et sur ses 120 000 soldats. Mais le pari est loin d'être gagné. Voyez ce reportage. À 4 heures de route de Goma, l'armée congolaise est en opération pour couper la retraite à des rebelles hutus rwandais toujours actifs dans la région. 270 hommes sont mobilisés pour l'occasion, anciens rebelles locaux, ex-partisans Tutsi de Laurent Nkunda, le côté hétéroclite de l'armée congolaise saute aux yeux. Si la nourriture fait défaut ou que les soldats ne sont pas payés, ces hommes sont tentés de reprendre leurs habitudes de maquisards, se servir sur la population. Je viens du CNDP de Laurent Nkunda. Notre intégration dans l'armée congolaise s'est plutôt bien déroulée. Le seul problème que nous rencontrons maintenant, c'est l'argent. Notre solde n'est jamais payé à temps. Est-ce que c'est le chef militaire qui donne l'argent ou c'est quelqu'un d'autre? C'est le commandant qui nous paie, normalement à la fin de chaque mois. Les commandants auraient une fâcheuse tendance à empocher cette solde. Quant à la nourriture, on tente de nous faire croire que ces rations sont distribuées quotidiennement. Et il y en a pour tout le monde? Oui, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour faire le feu. Et vous avez quelques boîtes dedans. Papier mouchoir. Ici, vous avez les ingrédients, le café. En réalité, il s'agit de rations des casques bleus. Les soldats congolais n'y ont droit que lors des opérations conjointes. La population locale se méfie donc de cette armée. Alors, l'état-major a mis en place un numéro de téléphone d'urgence. Tout désordre de la troupe peut y être signalé. Mais les appels sont rares. Nous avons tenté de savoir pourquoi. La population locale n'a pas ce numéro, on ne l'a pas. Mais si, on l'a. Mais quand on le trouve et qu'on l'appelle, ils arrivent toujours en retard. Est-ce qu'ils se méfient de l'armée congolaise?
Ce sont les militaires eux-mêmes qui viennent vers 19, 20 heures, un peu partout dans le quartier pour piller les gens. Certains pilleurs ou violeurs se retrouvent pourtant à la prison de Goma. Je me suis promené le soir, je me suis croisé avec une demoiselle, c'était tout un groupe de demoiselles, elles étaient 5. Et maintenant j'ai sollicité une, nous sommes convenus, puis je suis passé nuit avec cette fille-là. Maintenant on a dit non, je me suis accouplé avec une fille qui n'avait pas l'âge. En un an, le nombre de ces prisonniers a diminué de moitié, un phénomène que le général Mayala n'hésite pas un seul instant à attribuer à la nouvelle discipline qui règne dans ses rangs. Les gens ont peur parce qu'il y avait l'impunité qui existait. Et maintenant, avec les punitions, les différentes punitions qui sont entrées aux militaires, ça donne quand même un exemple à suivre. Les militaires ont peur maintenant de poser un acte négatif. Des actes négatifs, certains chefs de l'armée congolaise continuent à en commettre. Plusieurs ONG congolaises les ont dénoncés et en cas d'opération conjointe, la MONUC ne veut plus voir certains gradés congolais sur le terrain. Ce sont des gens qui sont accusés d'avoir violé les droits de l'homme dans le passé, mais dont la culpabilité n'est pas encore prouvée. Les militaires que nous aidons doivent être absolument irréprochables en matière de respect des droits de l'homme. Le général Mayala encaisse la critique, mais se justifie. Nous sommes une armée jeune. Nous avons accepté de prendre n'importe qui, faire partie de cette armée. Et ça, c'est pour le prix de la paix. Nous allons procéder à un recrutement. Nous allons poser un certain nombre de critères à respecter. Vous ne remplissez pas les conditions, on vous met dehors. Ça, c'est le choix. Nous n'avons pas fait ça. Donnez-nous le temps et nous allons mollo. Et nous sommes presque au bout du tunnel. C'est la population congolaise qui paye le prix de cette paix. Et elle estime que ce prix est encore et toujours trop élevé. Freddy Moulumba, vous êtes journaliste, directeur au quotidien Le Potentiel. Le Congo a connu plusieurs guerres ces dernières années. Est-ce qu'il dispose aujourd'hui d'une armée fiable? En tout cas, il n'y a pas d'armée depuis que le Congo a connu donc la guerre d'agression. Nous avons actuellement, je dirais, un peu des milices. À travers le système de brassage et de mixage, on a récupéré tous les rebelles, les pilleurs. C'est eux maintenant qui composent notre armée. Donc c'est pas une armée. Il n'y a pas d'armée. Donc demain, le Congo ne peut pas se défendre s'il est agressé. En tout cas, c'est difficile que le Congo se défende s'il est agressé. Alors comment se fait-il que le gouvernement réclame le départ de la mission de la paix de l'ONU qui est ici depuis plusieurs années et ce, dans les mois qui viennent? Oui, je pense que peut-être le gouvernement a ses raisons, mais normalement, il faut que la MONUC parte, quitte un peu les pays, qu'elle laisse les Congolais seuls se battre pour mettre en place une armée républicaine et nationale. Mais s'il n'y a pas d'armée et que la mission s'en va demain, ça risque d'être à nouveau le chaos? Il risque d'y avoir de nouvelles guerres? Je ne pense pas, madame. Je pense que les Congolais sont mûrs pour se mettre ensemble et trouver une solution aux problèmes militaires, aux problèmes de la sécurité. Sans l'aide internationale, le Congo ne pourrait pas survivre. Parmi les donateurs, il y a l'Union européenne, la Banque mondiale ou encore les pays amis comme la Belgique qui donnent environ 120 millions d'euros par an. Mais depuis quelque temps, de nouveaux partenaires sont apparus, comme la Chine par exemple. Ce sont les Chinois qui construisent par exemple cette route. Mais c'est donnant-donnant. En contrepartie, la Chine a négocié l'exploitation de mines de cuivre avec à la clé des recettes pour 3 milliards de dollars. Les Chinois, nouveaux amis du Congo, c'est un reportage de Bernard Leplat. Boulevard du 30 juin, l'artère emblématique de la capitale congolaise. En prévision du 50e anniversaire de l'indépendance, le boulevard est devenu un énorme chantier. Depuis la gare où l'on construit un vaste complexe de bureaux jusqu'au quartier des ministères à 5 km de là, le va-et-vient des bulldozers et des pelleteuses est permanent. Les ingénieurs qui sont à la manœuvre sont tous chinois. Ils n'apprécient pas la présence d'une caméra.
Les ouvriers congolais eux-mêmes sont peu bavards. Les Chinois sont venus ici pour nous aider. Mais on travaille de 7h à 18h. On nous paye des dollars. Ces quelques tentatives de dialogue se terminent en général par un contrôle de police.